Yo les hentai et bienvenue sur What the Fuck Japan. Pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 épisodes précédents, à savoir la critique de Malebito ainsi que le début de l'analyse, je vous encourage à aller les voir avant de regarder cet épisode. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'enclencher la Triforce. Abonnement, cloche, partage, ça ne coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. La dernière fois, je vous avais laissé sur votre faim en ne vous disant pas qui est réellement FE. Alors si vous voulez savoir qui elle est réellement, n'attendons plus. Let's go! Je préfère dédier une partie entière à FE car à mon sens, elle est le personnage central de Malebito et nécessite pas mal d'explications. Tout d'abord, on nous laisse supposer que FE est une créature venant d'un autre monde, le monde souterrain. Elle semble être une espèce de vampire, mais à aucun moment dans le film, le mythe vampirique n'est évoqué. On suppose donc au début du film qu'elle est la descendante d'une civilisation disparue, mais personnellement, je trouve que son attitude est plus proche de celle de l'animal. D'ailleurs, à la fin du film, comme le fera un animal, elle retourne à sa tanière. Bref, ce qui est sûr, c'est que FE n'est pas normale, elle est hors du commun. C'est donc la Malebito. À un moment, Masuoka va comparer FE à Kaspar Hauser. Kaspar Hauser, aussi appelé l'orphelin de l'Europe, serait né en 1812. Il apparaît pour la première fois en 1828 à Nuremberg en possession de 2 lettres. L'une qui aurait été écrite par l'homme qui l'a élevé et l'autre qui serait de sa mère. Tout un tas de rumeurs vont naître autour de Kaspar et notamment celle comme quoi il serait l'héritier du grand-duché de Bade. Bref, quel est le rapport avec FE? Je ne vous l'ai pas dit, mais quand Kaspar arrive à Nuremberg, il ne sait pour ainsi dire pas parler. C'est pour ça que les gens vont penser qu'il s'agit d'un enfant sauvage. Les enfants sauvages est le résultat d'une expérience où l'on isolait les enfants de tout contact humain, ou du moins ils n'avaient jamais accès au langage. On voulait ainsi voir si les enfants allaient développer par eux-mêmes une espèce de langage primitif. Cela rejoint parfaitement la situation de FE au début du film, puisqu'elle est totalement isolée et n'a pas eu accès au langage. Dès sa première apparition, FE va être sexualisée. Le réalisateur aurait pu faire le choix de nous la faire apparaître avec des vêtements primitifs, mais ce n'est pas le cas, elle nous apparaît dans le plus simple appareil. Un peu plus tard, FE va se mettre du lait partout sur le visage, ce qui peut bien sûr nous faire penser à un autre type de film. La scène où l'on découvre que FE va se nourrir de sang a bien sûr aussi une connotation sexuelle. Premièrement, car comme on l'a vu, ça nous fait penser aux vampires. Et comme vous le savez, les vampires ont une connotation érotique très forte. Deuxièmement, vous remarquerez que la main que FE suce est, comment dire, très bien placée. Le bras prend ici une dimension phallique. Pour ceux qui doutent encore qu'il y a une relation amoureuse entre Masuoka et FE, l'une des scènes de fin ne laisse aucun doute là-dessus. Justement, parlons de la relation qui unit FE et Masuoka. Au vu de ce que nous dit la femme de Masuoka, la relation entre les 2 protagonistes est forcément incestueuse. Le héros va en fait se créer une réalité
alternative dans laquelle Fu est une sorte d'héritière d'une civilisation ancienne afin de pouvoir faire face à son propre crime d'inceste. Et c'est maintenant que je vais vous rappeler ma théorie de l'homme en noir. Comme je vous le disais la dernière fois, il est certainement la manifestation de l'inconscient de Masuoka. Ce personnage va mettre la pression à Masuoka, car Masuoka, quelque part en lui, sait que ce qu'il fait est mal. Pour revenir à l'inceste, à aucun moment il nous est dit clairement que Fu est contre leur relation, mais un certain nombre d'éléments nous montrent qu'au final, elle n'est pas consentante. Par exemple, le fameux lait que son père veut lui faire boire, elle va le rejeter catégoriquement. Son corps ne va pas le supporter. Elle lui préférera son sang, qui bien entendu symbolise la vie. Elle préfère donc pomper la vie de son père plutôt que de boire son lait, ce qui veut dire clairement qu'elle souhaite sa mort. Un autre élément qui peut paraître anodin, c'est son pantalon. Vers la fin du film, quand son père va vouloir la lever pour la sortir, on pourra remarquer que son pantalon est rayé comme celui d'un prisonnier. Ce qui nous montre bien qu'en fait, elle est captive. En parlant de captivité, parlons maintenant de la chaîne qu'elle a au début du film. Je ne pense pas qu'elle représente l'emprise qu'a Masuoka sur Fu, mais plutôt l'emprise qu'a la femme de Masuoka sur Fu. Au tout début du film, Masuoka va filmer une fille dans sa maison. C'est certainement Fu. En faisant ça, il dit qu'il pense l'avoir sauvée. Et plus tard, il va nous dire ceci. L'idée de cette phrase est que Fu n'a pas été élevé dans l'amour maternel, mais plutôt dans la violence maternelle. Quand Masuoka trouve Fu, il va donc la substituer à de la maltraitance maternelle. Un élément qui me fait penser qu'il y a bien eu maltraitance et qu'à un moment, la femme de Masuoka nous dit qu'elle a prévenu la police. Mais à aucun moment, on ne va voir la police inquiéter Masuoka. C'est logique car en réalité, la femme n'a pas prévenu la police puisqu'elle a elle-même des choses à se reprocher. Décidément, elle n'a pas eu de chance, cette pauvre Fu. Vous trouviez le contexte un peu glauque? Eh bien, accrochez-vous parce que je vais en rajouter une couche. Il y a fort à penser qu'en plus de tout ça, Fu est une handicapée. Sinon, c'est pas drôle. Tout d'abord, Fu ne parle pas. Ou alors très très peu. D'ailleurs, d'après Masuoka, elle serait donc quasiment muette. En plus, on va apprendre ceci. Étant donné ce que je vous ai dit sur ses parents, on est en droit de se poser des questions sur l'état de santé mentale de Fu. On verra d'ailleurs qu'elle a le comportement d'un enfant lorsqu'elle va passer devant les serviettes Disney. Et lorsqu'elle va s'échapper de l'appartement de son père, ce dernier va émettre deux hypothèses. Cela nous laisse penser que soit son handicap est mental et que donc elle n'a pas les capacités intellectuelles de pouvoir se déplacer facilement en ville, soit que ses capacités physiques sont limitées. Enfin, on peut aussi penser que peut-être Fu a des besoins médicaux bien spécifiques, car l'homme en noir va mettre en garde Masuoka. Bref, vous l'aurez compris, même si durant tout le film, Fu a l'air totalement impassible, en creusant un petit peu, on se rend compte qu'elle n'a pas dû avoir la vie facile. Pour finir cette analyse de Malebito, je me devais de parler de l'influence que va avoir un auteur sur le film. Alors tout d'abord, indice pour vous qui êtes devant votre écran. Attention! Auteur né en 1890 à Providence aux États-Unis. Je suis mort en 1937 dans cette même ville. Fils de commerçant ambulant, mon père est interné au Bulter Hospital alors que je n'ai que 3 ans.
Élevée uniquement par des femmes, ma mère, mes tantes et ma grand-mère, c'est cette dernière qui va m'encourager à développer mon talent pour les lettres. Alors que mon père vient d'être interné, je suis déjà capable de réciter de petits poèmes et je me mets à l'écriture dès l'âge de 6 ans. Ma santé fragile et mon mauvais caractère repoussent mon entrée à l'école. Je me plonge alors dans des livres scientifiques, dont notamment des livres sur l'astronomie. Cette littérature va avoir une grande influence sur mon écriture. En effet, à partir de 1919, je vais commencer à publier des histoires dans le magazine Weird Tales, histoires dans lesquelles des entités venant de l'espace auront une grande importance. Elles me vendront d'ailleurs le titre de père de l'horreur cosmique. Je crée un panthéon de ceux que j'appelle les grands anciens, dont le représentant le plus connu est Cthulhu. Père de la science-fiction moderne, je suis, et oui, je suis sûr que vous l'avez chez vous, je suis H.P. Lovecraft. Lorsque j'ai vu pour la première fois Malebito en 2005, bien sûr que j'avais déjà entendu parler de Lovecraft, mais je ne connaissais pas réellement son œuvre. C'est pour ça qu'à l'époque, je n'avais pas les références. Depuis, je me suis un peu intéressé à l'auteur, et lorsque j'ai revu Malebito il y a quelques mois, les références à Lovecraft m'ont sauté aux yeux. Les premiers indices de cette influence vont arriver dès le début du film. 例えば心霊写真のようなもの UFO かもしれない空に浮かぶ何かそういった不確かなものが映り込んでいるものもある Comme vous le savez peut-être, l'un des thèmes de l'auteur du Grand Cthulhu est que les créatures qui hantent ses livres ne sont pas descriptibles, tout simplement car leur existence même dépasse la compréhension humaine. Un homme qui verrait ces créatures sombrerait immédiatement dans la folie. Une autre chose assez récurrente dans l'œuvre de Lovecraft est que les histoires sont souvent racontées par des témoignages et non pas vécues directement. Lors de la descente dans les sous-sols de Tokyo, le réalisateur va donc nous créer une mythologie à travers différentes histoires. En nous parlant de légendes urbaines, 東京の地下には我々にその存在を知らされることのない地下施設があるという都市伝説がある un SDF qui va nous parler de créatures étranges, テロがいるんだよ、テロが。テロ ou encore un autre mythe comme quoi toutes les villes du monde sont reliées par un monde souterrain. 世界のおよそ人の集まるようなところにはどこかに地下への入り口があるものです。 Vous voyez qu'à travers tous ces exemples dont les faits n'ont pas réellement de rapport entre eux, le réalisateur va nous créer toute une ambiance, ou plutôt tout un univers dans son film. Après que le SDF ait parlé des Dero, on va apprendre ceci. 思い出してきたデロっていうのは確かフランク・シェーバーという男が1920年代に書いた空想小説に登場する Alors, si cet auteur n'est cité qu'une seule fois dans le film, il n'en reste pas moins un clin d'œil assez important. En effet, Richard Shaver est un auteur qui a réellement existé et qui a publié dans les années 40 des histoires dans le magazine Amazing Stories. D'après lui, il y a très longtemps des êtres supérieurs vivaient sur Terre, mais pour une raison inexpliquée, ont dû quitter cette dernière. Ils ont laissé sur place leur technologie. Des ancêtres des êtres humains vont récupérer cette technologie pour répandre le mal sur la Terre. Ce sont eux que l'on appelle les Deros. Le fait de citer Richard Shaver est un clin d'œil direct à Lovecraft, puisqu'en plus d'être contemporain du père de l'horreur cosmique, il a aussi été accusé de s'être largement inspiré de l'auteur de Providence. Enfin, dans l'horreur cosmique, l'humanité est ramenée à quelque chose d'insignifiant. On nous laisse penser qu'à tout moment, les grands anciens tels que Cthulhu pourraient débarquer dans notre réalité et nous anéantir en un rien de temps. Dans Malebito, le sentiment qu'il existe quelque chose de plus grand et plus ancien que nous est bel et bien présent. Ce sentiment est créé par plein de petits détails, par exemple... 人の文明ではない狭い穴を這いずる体系の高等生物が築いた都市 Les failles dont il parle doivent certainement être comprises comme des failles entre les dimensions. On a un autre détail à ce moment-là. 人間は退化した生き物なんだと思うリアリティというフレームの中でしか全てを認知できない今の人間ではなく古代の存在それは人間という形ではなかったのかもしれないが彼らは
現実世界に気まぐれに入り込んでくる。 Ici, on nous dit pas que les créatures n'existent plus, mais tout simplement qu'on ne les perçoit plus. Allez, un dernier petit détail qui m'a beaucoup amusé, c'est ce dessin qui se trouve juste à côté de la porte dans les sous-sols. Cette créature a l'aspect assez indéfini et certainement un hommage entre Godzilla et Cthulhu. Et voilà, cette analyse touche à sa fin. Alors je ne dis pas que c'est la vérité absolue pour tout, mais que c'est mon interprétation. Cela dit, je pense avoir quand même donné beaucoup d'arguments pour étayer mes propos. Il y a encore quelques détails dont je n'ai pas parlé, mais si vous les trouvez, je vous laisse me les dire dans les commentaires. Comme pour mon analyse de l'introduction d'Alice in Borderland, je n'ai pas vu sur le net des analyses aussi poussées de Mal et Bito, que ça soit en anglais ou en français. Ça m'a demandé beaucoup de travail, donc si ça vous a plu, je vous demanderai de partager un maximum. Dans le prochain épisode de What the Fuck Japan, je pense que je vous reparlerai de musique. En attendant, portez-vous bien, à dans 2 semaines, matane!